Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lotin et j'ai la très grande joie d'être aujourd'hui en compagnie de Lucille Falk, coach et formatrice en breathwork et manifestation consciente. Bonjour Lucille, Bonjour Benjamin, bonjour à tout le monde. merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, je suis très heureuse d'être là et d'avoir l'opportunité d'avoir cette conversation. Merci. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui t'a amené à exercer ces différentes activités? Ah, oui, euh, c'est pas vraiment un choix, tu sais, c'est comme quand la vie te pousse à aller à un endroit et en fait j'ai juste toujours écouté ce qui était là pour moi et j'allais dire d'intuition, mais c'est même pas d'intuition, c'est des appels en fait. Mais comment ça s'est passé, je peux raconter. Du coup, Mm. au début de ma vie professionnelle, je ne faisais pas du tout ça, hein. J'ai fait 10 ans en tant que cadre dans une grande entreprise américaine, très, très cliché, tu vois, dans le luxe à Paris. Et puis, ça répondait à certaines parts de moi quand même. C'était agréable pendant un certain temps. Et jusqu'à ce que ça ne le soit plus et que je me reconnaisse plus en fait dans la vie que je menais et je manquais de sens en fait. Et puis la vie est bien faite. Je trouve que la vie nous montre toujours le chemin. Et au bout de 10 ans de ça, alors que ça faisait déjà quelques mois que je m'interrogeais, il se trouve que toute ma vie a changé d'un coup. Et en l'espace de 2 ou 3 semaines, j'ai vendu mon appartement à Paris. J'ai eu une conversation avec le PDG de ma boîte qui m'a amené à remettre en cause vraiment clairement le chemin professionnel que j'avais. Et je me suis séparée de mon conjoint de l'époque. Donc en 3 semaines, j'avais pas plus de travail, mais en tout cas, j'ai vraiment voilà, pris conscience que c'était plus ma voie. J'avais plus d'appartement et j'avais plus de copains. Et je me suis dit, bon, ok, soit je ne comprends pas le message et je persiste et je recherche un travail, un copain, un appartement, soit j'entends qu'il y a une page qui est en train de se tourner et quelque chose d'autre à créer. Donc évidemment, c'est ce que j'ai fait. Mm. Et je suis partie en voyage pendant un an toute seule avec mon sac à dos, en mode un peu aventure quand même, tu vois, en allant dans des pays un peu comme la Sibérie, la Mongolie, tu vois, des pays pas forcément très vacances à la plage, quoi. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'expériences de développement personnel, spirituel. Et puis quand je suis rentrée, c'était comme une évidence que c'était dans ce domaine-là que j'allais évoluer. J'ai mis un petit peu de temps à trouver ma forme parce que pendant tout ce voyage-là, je me suis vraiment déconditionnée beaucoup, tu vois. C'est comme si à chaque nouveau pays, je pouvais constater que tout ce que je croyais vrai à l'époque n'était que des croyances venant principalement de ma culture et de ma société, tu vois. Donc, en chaque pays, je pouvais remettre en cause quelque chose sur l'éducation des enfants, sur le couple, sur la famille, sur l'amour, à chaque pays, je pouvais voir que bah, voilà, ce que je pensais être une réalité n'était en fait qu'un conditionnement. Donc ça m'a beaucoup ouvert. Ça m'a aussi beaucoup ouvert le cœur hein, de voyager seule comme ça, de rencontrer tellement de cultures différentes, de faire tellement de belles rencontres. Mais quand j'ai voulu ensuite me reconvertir, donc j'ai fait plein d'études différentes, je me suis formée à plein de choses. Et je suis encore une fois rentrée un peu dans le cadre, tu vois. Donc j'ai essayé enfin j'ai essayé, je l'ai fait, mais c'était pas très agréable. Mais j'ai eu un cabinet d'abord de psychothérapie à Paris. Je me suis formée aussi à la sophrologie, à l'hypnose, après au coaching, au féminin, au breathwork. Enfin, tu vois, souvent quand on commence, après on explore plein de choses. Mais j'étais encore beaucoup dans des cadres, dans le comment il faut faire, tu vois, jusqu'à ce que tout ça devienne vraiment trop étriqué pour moi et que je décide d'enseigner en fait à partir de qui j'étais, de faire exploser un peu les cadres de l'outil dans lequel j'étais pour juste voilà, créer mes propres techniques, mes propres accompagnements et vraiment pouvoir partager en fait qui je suis, comment moi j'ai évolué et ma perception du monde et de la vie. Voilà, et donc ça s'est fait, plus je grandissais personnellement, plus j'arrivais aussi à partager ça avec le monde, et voilà. Mhm. Mais c'est vraiment comme une force qui t'empêche d'aller ailleurs, en fait, tu vois, quand tu commences à être sur le chemin
de ce que ton âme est venue faire ou de ce que ton âme est venue partager, bah, tu ne peux pas faire autrement. Mm. Et donc, face à ces choix, comment est-ce que tu l'as traversé? J'imagine qu'il y avait peut-être différentes émotions, différentes peurs. Quitter une ancienne vie pour une nouvelle, c'est un parcours que tu as eu assez radical peut-être. Comment est-ce que tu as traversé tout ça justement? Est-ce que ça s'est fait dans la douceur ou est-ce que ça s'est fait par le fait de beaucoup oser dans, dans tes choix aussi? Euh, J'ai la chance, parce que je crois que ça fait partie de ma personnalité, de ne pas avoir tellement peur. Alors j'ai des peurs, hein, comme tout le monde, dans certains domaines, mais j'ai pas peur de l'inconnu, j'ai pas peur de prendre des risques. Et ça vient à la fois d'une grande confiance en moi, mais surtout d'une grande confiance dans la vie. J'ai toujours eu la croyance que la vie me soutenait, et j'ai toujours eu aussi je sais pas, la croyance ou l'intuition que quand on fait les choses avec amour, il peut rien se passer de grave. Et c'est comme si je m'étais toujours dit qu'en fait, on est ici pour une aventure. Alors, je peux prendre des risques, comme partir en voyage et pas savoir ce qui va se passer après, comme mettre toutes mes économies dans une formation ou un voyage, parce que du coup, le voyage, après, je l'ai réitéré de nombreuses fois en repartant 6 mois, 8 mois, etc. En me disant que je préférais vivre maintenant à fond et que si jamais ça se terminait pas bien, et ben, je trouverais toujours des solutions. Et d'ailleurs, il y a des moments où bah, du coup, j'avais plus d'argent, tu vois, pendant toutes ces années où je me suis reconstruite en fait après avoir changé de voie. Bah, il y a des moments où j'avais plus du tout d'argent et j'allais faire, j'ai passé des étés par exemple à servir dans un restaurant. Alors 4 ans auparavant, j'étais directrice marketing de Gucci et puis 3 ans après, tu vois, je servais dans un restaurant l'été pour pouvoir me payer mes études de coach. Et c'était OK pour moi parce que parfois ça a été dur. Mais oui, je crois que j'ai toujours eu comme un goût de l'aventure, tu vois. Voilà, c'est là où je veux aller. Et même si parfois le chemin est un peu difficile, c'est aussi dans la difficulté qu'on grandit, en fait. Et ça, c'est vraiment mon moteur de voir jusqu'où je peux grandir et évoluer, tu vois. Et après, ça prend différents aspects. C'est comment je peux évoluer, surtout en tant qu'être humain, en tant que me défaire des peurs, accéder à plus d'amour, accéder à plus d'harmonie, plus d'abondance. Voilà. Mm. Et après justement avoir eu ces différentes expériences et avoir rencontré différentes approches, on en vient aussi à manifester ce qu'on souhaite. Et comment ça s'est architecturé pour toi justement aussi après toutes ces découvertes-là? Comment tu as vraiment dessiné et créé ce que tu voulais vraiment proposer au monde? J'ai osé être moi, très simplement, tu vois. Ouais, j'ai osé être moi. Je pense que pendant longtemps, j'ai voulu faire comme d'autres, tu vois, où j'ai voulu. On m'avait dit que quand on faisait de la psychothérapie, il fallait faire comme ça, ou tu vois, il y a beaucoup de. Même dans le monde du développement personnel, il y a beaucoup de cadres, il y a beaucoup de Mm. rigidité ou d'injonction finalement. Et puis à un moment donné, non, mais il fallait juste que je partage qui je suis. Et en fait, quand j'ai osé vraiment me montrer pour qui j'étais, dire quelle était ma vision de la vie, mon approche, qu'est-ce que mes propres expériences m'ont amené à comprendre. Quand j'ai un peu quitté la théorie pour partager vraiment mon humanité, là, il y a plein de choses, plein de magie qui s'est passée. Et notamment sur les réseaux sociaux, tu vois, pendant longtemps, je disais, oh là là, qu'est-ce qu'il faut dire? Enfin, tu vois, toutes ces peurs qu'on peut avoir ou ces peurs ou ces doutes et tout ça sur les réseaux. Et puis à un moment donné, bah, pour moi, ça a été principalement en mars 2020 parce que j'ai commencé comme ça, en fait, comme j'étais pas tellement en accord avec ce qui se passait. Bah, je pouvais plus garder le silence en fait, donc j'ai commencé par partager mon opinion là-dessus, et puis une fois que j'avais donné mon opinion là-dessus, bah, je pouvais donner mon opinion sur tout le reste, finalement le plus dur était fait. Et du coup, tu vois, je fais beaucoup de programmes où j'enseigne par exemple qui est pour moi la manifestation consciente, et la plupart de mon programme il est construit à partir de mes expériences, de ma compréhension de la vie. Je donne beaucoup d'images de comment moi je comprends ça et ça.
Et c'est ça qui fonctionne. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on doit tous comprendre, en fait. C'est que qui on est, c'est assez. Et que quand on partage simplement qui on est, c'est magique, quoi. On attire les bonnes personnes dans les bonnes situations. Et donc, dans la manifestation, quelque part, comment est-ce qu'on découvre qui on est pour ensuite le partager? Parce que peut-être que pour quelqu'un qui écoute, qui se dit, bah, je sais pas trop ce que j'aime faire, je me sens pas trop à ma place, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour aller vers ce qui me tient plus à cœur peut-être? Je pense que quand on ne sait pas comment, la première étape, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut ressentir. Et je pense aussi que le moment où on atteint vraiment l'harmonie, c'est le moment où on a envie de partager au monde. Tu vois, il y a peut-être une période de notre vie où on doit d'abord guérir, et puis une fois qu'on a guéri, euh, quand on est aligné et quand on est dans le cœur, on a envie de partager. Donc, les questions que j'invite les gens à se poser, c'est d'abord qu'est-ce qu'ils ont envie de ressentir. euh, est-ce qu'ils ont envie de ressentir plus de joie, plus d'amour, plus de succès, plus d'abondance? Et ensuite, de commencer à faire le travail pour voir qu'est-ce qui m'empêche de ressentir ça aujourd'hui. Parce que le principe de manifestation, c'est de dire que la vie ne peut pas me renvoyer en termes d'expérience ce que je ressens. Donc, si je veux vivre l'abondance, je vais d'abord ressentir l'abondance. Et pour ça, il faut que je me libère de tout ce qui m'en empêche. Et une fois que je vais ressentir l'abondance ou l'amour ou le succès ou autre, alors la vie va me renvoyer des expériences qui correspondent à ce ressenti. Donc ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, c'est tout simplement, qu'est-ce que tu sais que tu as, que tu peux partager au monde? Et c'est pas forcément un don, on n'a pas besoin d'être, je sais pas, Einstein ou Nikola Tesla pour partager quelque chose au monde. C'est simplement, moi je sais que je partage au monde ma joie, enfin certains, ça va être ma joie de vivre, le fait de cuisiner, le fait de savoir rendre service et de capitaliser là-dessus. Ce qui nous bloque parfois, c'est d'avoir l'impression qu'on doit trouver quelque chose d'extraordinaire, tu vois, et d'être le nouveau, la nouvelle Mère Teresa ou je ne sais qui, enfin. En fait, non, il faut faire étape par étape et vraiment, oui, pas aller avec le mental à tout prix de chercher le comment et la forme définitive parce que ça va venir au fur et à mesure qu'on avance. La vie nous amène toujours les bonnes personnes, les bonnes opportunités dès qu'on décide de se montrer. Donc, commencer simplement, en fait, avec qui on est. J'aime bien donner cet exemple de... J'avais une amie qui vivait en Suisse et elle faisait partie d'un mouvement, enfin c'est une religion, bref, qui n'est pas très connue, qui vient du... Bref, et ils ont tout un programme comme ça autour de la communauté et tout ça, et ils travaillent avec les enfants, et ils vont voir des jeunes enfants entre peut-être 5 et 10 ans, 5 et 12 ans, pour leur faire prendre conscience de c'est quoi leur don et c'est quoi ce qu'ils apportent à la communauté. Mais de manière très simple, quand tu as 7 ans, c'est pas, tu vois, ton intelligence mathématique ou je ne sais quoi. Pour certains, c'est je sais chanter, je sais rire, je sais faire des câlins, je suis touchée quand c'est ma gentillesse. Et du coup, ils leur disent, tu vois, c'est ça que tu es venu apporter dans le monde. Et après, quand on est connecté à ça, finalement, peu importe la forme, tu vois. Moi, je sais que dans les choses que j'apporte, il y a une certaine vision que j'ai du monde, ma capacité à sentir les gens, mais aussi beaucoup d'amour que je porte sur les gens. Et si demain, tout ce que je fais, ça s'arrête, euh, je sais pas, imagine, je travaille en ligne et je sais pas où. Bref, si tout ça s'arrêtait, je pourrais toujours faire n'importe quel métier, y compris, je sais pas, vendre des pains au chocolat, mais donner toujours le même amour aux gens et tu vois, et les soutenir dans qui ils sont. Donc, commencer par vraiment qui on est et qu'est-ce qu'on a à apporter au monde et faire confiance qu'après, la vie va nous amener les opportunités, plutôt que de chercher d'abord le quoi, tu vois, Mm. enfin le comment. En fait, la forme vient après, c'est d'abord l'essence qu'on vient chercher et qui se manifestera ou qu'on manifestera d'un aspect ou sous un autre, c'est ça? Je pense que c'est ça. Je pense qu'à la fin de la journée, avec la fin du voyage, tu vois, ce qui nous rend heureux, c'est ce qu'on est venu apporter aux autres, comment on a rayonné de notre essence unique. Et alors pour certains, la forme aura toujours été très claire et tant mieux. Et pour d'autres, ce n'est pas le cas.
Mais je pense qu'il faut être moins attaché au comment et surtout attaché à comment je peux juste exprimer qui je suis et contribuer au monde par ça. Et tu parlais tout à l'heure d'abondance. Quelle est ta vision de l'abondance? On met on peut entendre beaucoup de choses derrière le terme abondance et pour toi, ça se manifeste comment l'abondance? Ça se manifeste pour moi, l'abondance, c'est comme l'énergie de vie vécue au maximum. Euh, pour moi, l'abondance, c'est la compréhension profonde, c'est plus que de la compréhension, parce que c'est au-delà du mental, c'est ce ressenti profond auquel on peut accéder par moment, que tout est là. Tout est là, en fait. Donc, qu'on est au-delà de ce qu'on voit, au-delà de ce qu'on ressent, au-delà des croyances, au-delà des peurs, au-delà des doutes, des manques, au-delà de la condition humaine, en fait, j'ai envie de dire presque, tu vois. Et quand on touche à ça, tout est là, on se rend compte qu'on n'a besoin de rien. Et là, on touche à l'abondance, tu vois. Et alors après, il y a comment on peut créer l'abondance, comment on peut accepter de jouer quand même dans cette réalité 3D parce qu'on n'est pas obligé. Parce que quand je le dis comme ça, on se dit oui, je pourrais aller me réfugier dans une montagne et méditer toute la journée, tu vois, ou renoncer à tout et vivre l'abondance. Et oui, bien sûr, mais on peut aussi vivre l'abondance matérielle et du coup accéder à plus d'argent, accéder à vivre à l'endroit dont on rêve, tu vois. Mais pour ça, je crois que pour manifester l'abondance dans la réalité, il faut d'abord la toucher à l'intérieur. Et le paradoxe, c'est qu'on touche à l'abondance à l'intérieur quand on lâche tous les désirs, enfin pas tous les désirs, mais tous les manques, tu vois. Quand on se rend compte qu'on n'a plus besoin de rien, là, on vibre vraiment sur l'abondance et là, c'est là où on peut la créer. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est une forme de lâcher prise et en même temps d'acceptation de ce qui est pour avancer. C'est complètement une forme de lâcher prise, oui, enfin, ou en tout cas, ça nécessite un fort lâcher prise. Pour moi, c'est vraiment bon, l'abondance, c'est la polarité du manque, en fait. Et donc, dès que je lâche le manque, je retrouve l'unité, tu vois. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment un chemin spirituel. C'est comme si on vient de l'unité et puis à un moment donné, on va en sortir pour venir jouer dans cette matrice, dans cette expérience humaine de dualité, de séparation ou d'illusion de séparation. Et justement, quand on se rend compte que c'est une illusion et que on se reconnecte à la source, en fait, pour employer des mots voilà, un peu spirituels, là, je me rends compte que j'ai besoin de rien, que tout ce dont j'ai besoin, que l'amour que je recherche à l'extérieur, il est en moi, que la joie, elle est à l'intérieur de moi, que la vie est un merveilleux mystère et merveilleux voyage, quelle qu'en soit la forme. Et là, du coup, je dépasse toutes les limites de ce monde 3D qui me font croire que j'ai besoin de ça et de ça et de ça pour vivre quelque chose, pour ressentir quelque chose. Et là, quand je vis cette abondance-là, du coup, je dépasse la peur. Et quand je dépasse la peur, ben oui, je vivre ailleurs. Et moi, c'est vraiment ma manière d'enseigner la manifestation. C'est dans la vie, dans cette réalité, on va obtenir les expériences qui correspondent à ce que l'on vibre. Donc, quoi que je veuille créer, expérimenter, vivre là, dans ma réalité 3D, dans mon expérience humaine, il faut d'abord que je vibre là-dessus. Donc, quand je dépasse ça, quand je me dis, oh waouh, mais en fait, tous ces manques, tous ces peurs, qui ne sont pas à négliger, hein, parce que parfois, c'est des vrais traumas familiaux, enfin, de nous-mêmes, de l'enfance, de la famille, du culturel. C'est pas juste de dire, oh, je m'en fous de tout ça, je m'élève, parce que ça ne tient pas, en fait. Mais quand je guéris de tout ça, je peux lâcher ces vibrations et du coup me rendre compte que tout est déjà en moi. Et là, du coup, j'accède à des niveaux, à des facilités de manifester
bien plus grande. Tu vois. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je Hmm, partage. oui. Et par rapport justement aux blessures qu'on peut avoir et qui peuvent, euh, ils ont bloqué un petit peu le chemin, qui font sûrement aussi probablement partie du chemin. Euh, comment est-ce qu'on accompagne et comment est-ce qu'on guérit de ces blessures finalement? Oui, c'est une grande question. Et déjà, la question, c'est est-ce qu'on guérit des blessures ou est-ce qu'on vit avec? Euh, Parce que dans mon expérience, j'ai guéri des blessures, mais en fait, je les ai guéries. Ça veut dire que elles prennent moins de place dans ma vie. Mais est-ce qu'elles sont vraiment guéries ou est-ce que juste j'ai appris à vivre avec? Euh, c'est plus comme c'est plus comme une capacité à contenir, c'est-à-dire que, okay, si je le dis différemment, comment on les guérit, pour moi en tout cas, c'est déjà de voir que c'est quelque chose qui est en moi, mais que ce n'est pas moi. Et c'est pour ça que ça demande une ouverture de conscience, parce qu'au départ, l'ouverture de conscience, c'est juste ma capacité à voir plus grand. Hein. C'est comme quand j'ouvre un petit peu plus les volets de plus en plus et je vois du coup de plus en plus large de l'autre côté de la fenêtre. Au début, je vais être très, très identifiée à ma peur, à la honte, à la culpabilité. Je vais éventuellement même pas voir que je porte ça, mais simplement je vais le vivre dans mon quotidien. Et puis à un moment donné, je vais prendre un petit peu de recul. Ah ok, il m'arrive toujours ce genre d'expérience. Je ressens toujours ce genre de choses, ou je rencontre toujours ce genre de personnes qui me font vivre ça, ou j'arrive pas à dépasser telle situation. Qu'est-ce que ça dit de moi? Et là, on va prendre un peu de recul et on va se dire, ah ok, en fait, c'est ça que je ressens. Et pour moi, c'est de s'y désidentifier en se disant, ok, j'ai de la culpabilité à l'intérieur de moi, par exemple. Tu vois, de la honte ou de la tristesse ou de la colère ou autre, mais c'est pas moi. Donc à partir déjà quand je fais ça, j'ouvre un petit peu plus les volets, je lui permets d'être là et je vais la guérir. C'est avant tout je vais l'accepter, je vais arrêter de lutter contre. Donc je vais lui faire de la place, je vais l'aimer et puis au bout d'un moment, plus je la ressens, plus je lui permets de circuler. Et plus je lui permets de circuler avec amour, plus déjà elle perd de son emprise sur moi. Et plus je lui fais de la place, en fait, plus en même temps, je peux mettre de l'amour, je peux mettre de la joie, etc. Il y a quelque chose, et c'est pour ça que j'enseigne aussi le breathwork, enfin, j'ai cette école de breathwork où je forme des praticiens, c'est parce que plus j'avance, plus j'ai aussi conscience que c'est dans le corps que ça se passe. Et, euh, et on se raconte beaucoup d'histoires. Et je crois en fait que, et pourtant j'ai fait des études en psychothérapie et je trouve que parfois la parole est très très utile, hein, mais bien souvent c'est juste en fait des blessures qui sont dans le corps, c'est des énergies qui n'ont pas circulé, c'est le propre d'un trauma, hein, et un traumatisme on le sait, c'est pas que une agression ou c'est aussi juste un manque d'attention, un manque d'être vu, un manque d'être aimé comme on désirerait être aimé quand on est enfant surtout. Et ça s'imprime dans le corps. Et donc, c'est vraiment aussi un travail corporel d'aller ressentir ses émotions, d'aller faire de la place, d'aller détendre. Et là, on commence à du coup toucher à tout, tu vois, à la respiration, à l'alimentation, enfin, à tout ce qui touche au système nerveux. Mais prendre soin de soi, en fait, c'est vraiment la porte d'entrée. Et ne pas croire les histoires du mental ou les histoires qu'on se raconte, tu vois. Pour moi, c'est vraiment se donner de plus en plus de place pour voir ce qui est et se dire, OK, il y a ça en moi, mais je ne suis pas que ça. Dans cette idée où le corps ne peut pas mentir et que dès qu'il reflète quelque chose, ben, c'est différent du mental où, comme tu disais, on peut se raconter des histoires ou masquer certaines choses de son esprit. Et donc, le breathwork, en quoi ça consiste et à quoi ça ressemble? Alors, le breathwork que je pratique et que j'enseigne, c'est une technique de respiration connectée qu'on pratique pendant 1 heure. Donc, c'est une technique dans laquelle on prend des grandes inspirations, on relâche l'expiration et on supprime la pause. Donc, on respire comme ça sans pause pendant 1 heure. Et ça a plusieurs conséquences. La première, c'est qu'on va faire circuler beaucoup d'énergie dans le corps et on part un peu aussi en état modifié de conscience.
Et puisque tout est énergie et que tout ce qui me limite dans ma vie, dans mon rapport avec la vie, c'est à un moment donné une contraction énergétique, c'est-à-dire que, ou physique, c'est-à-dire qu'une peur, enfin une émotion qui n'a pas circulé, une colère, une tristesse, une peur, c'est comme une énergie qui est restée bloquée dans mon corps. Et ça, c'est le propre du trauma. Si à un moment dans mon enfance ou mon adolescence, j'ai vécu un moment où j'ai eu très peur ou très honte, mais que c'était trop pour moi pour le vivre, ben, je me suis bloquée de ça et j'ai gardé cette émotion en moi. Donc c'est pour ça qu'après, inconsciemment, on va vivre les 50 prochaines années avec une part de nous dans l'inconscient qui projette de la honte ou de la culpabilité ou de la peur. Donc c'est ça, mais aussi toutes mes croyances limitantes, tout ce qui vient nous limiter, en fait, c'est comme quelque chose qui est venu marquer une tension, tu vois, dans notre corps énergétique. C'est là où la vie n'a plus complètement circulé. Et je le vois vraiment comme ça, comme si on est un potentiel illimité, tu vois. On arrive ici, on pourrait tout vivre, tout créer, puis on nous dit, alors ici, dans cette vie, il va falloir que tu te fasses accepter, et pour ça, il faut que tu sois une gentille petite fille ou un gentil petit garçon. Et puis, s'il te plaît, ça, ne fais pas trop de bruit. Et puis, ceci, et puis cela. Et en fait, tout ça, tu vois, ça vient comme nous mettre dans des cases, et ça nous limite. Et quand ça nous limite, ça nous contracte. Donc, quand on fait circuler cette énergie à l'intérieur, c'est comme si tu envoies de l'eau très fort et qu'il y a des barrages. Au bout d'un moment, le barrage, il va céder. Là, c'est pareil, tu fais circuler l'énergie et là où il y avait une tension, la tension, elle va finir par céder. Et du coup, ça va créer une libération d'énergie, une réintégration, tu vois, de l'énergie. Et à ce moment-là, on peut avoir des prises de conscience importantes, on peut avoir des émotions fortes. Alors, ça peut être voilà, libérer des colères, de la tristesse ou autre, mais ça peut aussi relibérer de la joie ou du plaisir qu'on s'était interdit, ou de la gratitude ou de l'amour. Et puis, on accède, on dépasse vraiment le mental. Donc, c'est vraiment comme une forme de méditation, mais c'est très actif comme méditation, parce qu'on est vraiment, voilà, on pratique pendant 1 heure. Et du coup, on dépasse complètement le mental pour aller dans le corps. Comme tu disais, le corps ne ment pas. Et du coup, on retrouve, quand on dépasse le mental, on dépasse aussi les conditionnements, les peurs et tout. Et on a accès à une part de nous qui est plus grande, plus sage, plus confiante, on a accès à notre vrai nous, en fait. Donc, il y a aussi beaucoup de gens qui ressortent d'une session avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de créativité, tu vois, des insights, des prises de conscience. Donc, c'est très, très, très puissant. Pour moi, c'est une des choses les plus puissantes que je connaisse. Et pourtant, j'ai expérimenté beaucoup de choses. Et quelque chose qui n'est pas assez dit. Alors, c'est fou parce que la respiration a un impact essentiel sur tous les aspects de notre vie. D'abord, sur notre santé. Si on avait une bonne respiration, j'ai envie de dire, je vais le dire comme ça, on serait beaucoup moins malade. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de maladies qui sont liées au fait qu'on ne respire pas bien. Maladies physiques, hein. Bon, après, évidemment, le stress aussi. Mais ça joue sur nos émotions, donc ça joue sur notre mental. Et tout ça, c'est très peu dit. Quand on va chez le médecin, jamais le médecin regarde notre manière de respirer. Et pourtant, ça changerait beaucoup de choses. Et donc, la manière dont on respire, c'est un reflet de la manière dont on vit. Et donc, quand on pratique comme ça, on apprend aussi à reprendre des grandes respirations. Et j'aime bien donner cet exemple que dans le règne animal, quand un animal se sent en danger, une des premières choses qu'il fait pour se protéger du danger, c'est qu'il retient sa respiration. Comme si, en retenant sa respiration, il se faisait invisible pour le danger. Et nous, c'est pareil. Ça veut dire que quand on prend des petites inspirations, et j'invite les gens qui nous écoutent là à observer comment ils respirent en même temps qu'ils nous écoutent, bien souvent, notre respiration, elle est très faible par rapport à notre potentiel de respiration. Ben, c'est comme l'animal sauvage. Quand on prend des toutes petites inspirations, c'est comme si on se cachait. Et quand j'apprends à refaire, tu vois, à réouvrir en fait ma capacité respiratoire, à réouvrir mon buste, déjà je sens que mon corps change, tu vois, mes épaules s'abaissent, mon buste s'ouvre, du coup mon cœur s'ouvre aussi. Et quand j'apprends à relâcher mon expiration, c'est tout mon rapport à la vie que je change. Et quand je réinspire pleinement, j'envoie un message à mon corps qui dit « je suis en sécurité et j'ai envie d'être là et j'ai envie de
ouais, j'ai envie de participer à la vie, tu vois. J'arrête de me cacher, j'arrête de me faire petit. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très puissant, ouais, et très beau. Hmm. C'est vrai que finalement, la respiration, elle connecte tout le corps et, euh, et toutes les cellules, disons, ont besoin de cet acte de vie. Et c'est fou de se dire que ben, il y a tellement de choses qui peuvent être influencées par le souffle et la respiration, que ce soit la posture, comme tu le disais, peut-être même la voix, qui peut aussi Mhm. changer en fonction. Ouais. Et qu'est-ce que tu as pu observer, toi, de ces transformations-là, ou celles peut-être que tu as pu vivre par le breathwork? Qu'est-ce que tu observes souvent? Est-ce que c'est souvent des émotions qui ressortent? Est-ce que ou pour chaque personne, c'est vraiment différent et ça dépend? Pour chaque personne, c'est différent et chaque session est différente. Euh, il y a tellement de guérison, tellement, tellement, tellement sur tous les plans. Et puis les gens qui pratiquent vraiment régulièrement disent à quel point ça change leur vie. Mais il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Il y a des gens qui vraiment, encore, tu vois, là, je viens de terminer, enfin ça termine ce soir, un sommet en ligne où du coup, comme je forme des gens, en fait, à chaque session de formation, les praticiens que j'ai formés offrent une séance gratuite en ligne et donc ça dure une semaine. Et c'est vraiment des occasions d'avoir des superbes témoignages. Et hier encore, il y avait une fille qui disait je savais que je portais tellement de tristesse, mais j'arrivais pas à y accéder. Donc, tant qu'on n'accède pas à la tristesse, on continue à la porter. Hein. Et elle disait je savais que j'avais le cœur lourd depuis longtemps et j'y arrivais pas. Et grâce à cette heure de respiration et à la technique, elle s'est autorisée en fait à lâcher le mental et lâcher les protections et à pleurer. Et à la fin, elle disait mais ça m'a fait tellement de bien parce qu'en fait, on a peur de lâcher nos émotions, alors qu'en fait, c'est vraiment la porte de la guérison. Et ça fait beaucoup de bien de se libérer de ses poids. Donc il y a beaucoup de ça. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère aussi. Mais ça peut être aussi des gens qui, du coup, touchent à des formes d'amour auxquelles ils n'ont pas forcément beaucoup touché. C'est aussi beaucoup d'accéder à un espace d'une grande tranquillité. Et tout à l'heure, justement, je préparais un module pour la prochaine formation avec une des praticiennes qui va co-animer avec moi sur l'anxiété. Et elle me disait que c'est une grande anxieuse, comme je pense la plupart d'entre nous, hein, sauf qu'on ne se rend pas compte de l'anxiété parce que justement, on construit des histoires dessus et tout, mais je pense qu'on a tous un système nerveux qui est assez, euh, ouais, comment on dit, excité, quoi, on va dire. Et elle me disait, mais moi j'ai accédé à des états de grâce, en fait, des états de calme tellement profonds qu'ensuite je sais que ça existe. Et que donc du coup, dans mon quotidien, je peux réaccéder à ça et me réhabituer, me reprogrammer en fait pour accéder à ça et guérir peu à peu mon anxiété. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Il y a des gens qui ont même guéri de choses physiques. Tu vois, j'ai 2, 3 exemples de personnes qui avaient des douleurs récurrentes ou des inflammations récurrentes et en fait qui en respirant à cet endroit-là, puisqu'en fait tout est énergie, donc même une douleur physique, ça va venir à un moment donné de l'énergie qui ne circule pas à cet endroit-là. Et en respirant à cet endroit, en le faisant circuler, il y a vraiment des guérisons physiques qui ont eu lieu aussi. Ouais, c'est assez incroyable. Ça peut être, en tout cas, ça fait sens, puisqu'en plus, même d'un point de vue physiologique, les monctoires poumons les poumons qui réalisent peut-être mieux leur travail d'une certaine façon, ça peut participer à rééquilibrer tout le corps et du coup faire disparaître aussi des maux. Donc ça fait tout à fait sens et ça parle beaucoup, cette dimension-là du souffle. Et pour Mm. quelqu'un qui, par exemple, ne s'est jamais intéressé à son souffle, n'a jamais pensé que, en fait, il respirait et que c'était un outil, comment est-ce que toi, tu vois ça, le souffle? Il y a cette technique, mais dans, dans tous les jours, comment est-ce que le souffle ou la respiration peut être un point d'entrée ou un accompagnement même à son évolution? Bon, il y a des techniques très simples, hein, comme la cohérence cardiaque ou simplement le fait de prendre 3 grandes respirations.
Tu vois, si quelqu'un prenait l'habitude, ok, dès que je me sens un peu stressée, un peu, ou même fatiguée, je prends 4 ou 5 grandes et pleines respirations et juste je regarde comment je me sens. Et immédiatement, c'est instantané, on sent la différence. Bon, ça demande juste d'avoir un petit peu conscience de notre état, tu vois, et d'être en contact avec comment je me sens. Mais c'est très rapide, en fait, de voir l'effet. Et la cohérence cardiaque, c'est une manière de respirer plus lente, où on va faire 6 inspirations-expirations par minute. Bon, c'est très facile, on cherche sur Google et on fait 4 minutes, et n'importe qui fait 5 minutes de cohérence cardiaque et dit « Ah oui, effectivement », parce que immédiatement ça va réguler le système nerveux, nous mettre dans un état de calme, et tout de suite on peut se rendre compte en fait des effets que ça a. Et puis si on fait ça 3 fois par jour pendant une semaine, on va voir qu'on n'est déjà plus la même personne. C'est très très rapide comme prise de conscience. Et donc, toi, dans tout ce que tu proposes, ces accompagnements-là et ces formations en breathwork, il y a aussi tout le coaching et l'accompagnement en manifestation. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de partager aujourd'hui au monde dans tout ce que tu fais, dans toutes tes activités? Qu'est-ce qui te tient le plus à cœur de partager aujourd'hui? Il y a probablement plusieurs choses, mais pour moi, c'est vraiment j'ai l'impression qu'on est, tu vois, pour moi, c'est vraiment ça, c'est qu'on est des êtres illimités, très lumineux, je vais dire spirituels, mais après, chacun ses croyances, on n'est même pas obligé de parler de spiritualité, il suffit de voir un bébé, tu vois, et de voir en fait la joie et l'amour qui peuvent se dégager. Et on est dans une époque avec un certain niveau de conscience et qui est pas encore très très élevé, mais on participe à l'évolution de ce niveau de conscience-là. C'est un peu comme si, tu vois, on était je sais pas, un grand oiseau blanc et qu'on vient nous tremper dans un bain de boue, tu vois, et qu'après on se regarde en se croyant plein de boue et on vit comme ça. Et en fait, non, c'est juste des choses qu'on porte. On porte de la peur, on porte de la culpabilité, on porte tout ça, ça nous traverse parce que ça fait partie du niveau de conscience et de vibration qui est là à l'heure actuelle sur la planète. Et notre rôle, c'est de se défaire de tout ça pour continuer à évoluer et retrouver qui on est vraiment. Mais qui on est vraiment, c'est pas la peur, la culpabilité, etc. C'est juste des choses qu'on porte. Mais à l'intérieur, voilà. Et donc, pour moi, c'est vraiment, on est là pour ça, on est là pour se souvenir de qui on est vraiment. Et il n'y a pas de... Chaque contribution est importante. À chaque fois que l'un d'entre nous arrive à relâcher une peur, arrive à accéder à un tout petit peu plus d'amour, de joie, c'est une goutte de plus dans l'océan, tu vois, de transmutation de ces énergies, d'évolution de conscience, d'évolution de la vibration globale. Donc, moi, je trouve que tout le monde est important, tu vois. Donc, justement, on me disait tout à l'heure pour tous ces gens qui se disaient, moi, qu'est-ce que je suis venue faire et comment. Mais le principal travail quand on veut contribuer, c'est déjà de travailler sur soi. Parce que je peux faire les plus grandes choses à l'extérieur si à l'intérieur de moi, je suis toujours autant traumatisée et que ça vient d'un endroit, d'un ego blessé. Vibratoirement, je ne contribue pas, donc ça ne peut pas tenir. Donc, ouais, moi j'aimerais que tout le monde puisse se souvenir à quel point ils sont magnifiques, tu vois, et à quel point on est amour et on mérite l'amour, quoi, malgré tout ce qui se joue à l'intérieur de nous. Mm. Ouais. Je ne sais plus quelle était ta question exactement. Sur ce qui te tenait à cœur de partager aujourd'hui, parmi toutes les choses que tu partages. Donc il y a ça, et puis le fait que oui, parfois c'est dur, tu vois, pour tout le monde. Et aujourd'hui, peut-être sûrement même encore plus. Enfin, encore que je suis sûre qu'aux époques de guerre, tu vois, c'était pas forcément plus rigolo qu'aujourd'hui. Donc oui, c'est dur collectivement, c'est dur individuellement, mais que, comment dire,
pareil, ça fait partie de l'expérience humaine qu'on est plus que ça. Et qu'il ne faut pas oublier tout ce qu'il y a de beau là-dedans. Et le fait de vivre ou de ressentir des émotions qu'on pourrait qualifier de négatives, ça ne veut pas dire qu'on est des personnes négatives. C'est comme tu dis, il y a cette importance-là de se détacher de l'émotion. Et toi qui es dans l'accompagnement justement de la libération des émotions personnelles, mais aussi des autres, comment est-ce qu'on accompagne quelqu'un? Quelle est cette présence à avoir, puisque c'est déjà difficile d'accompagner ses propres émotions parfois, et accompagner quelqu'un sur un chemin et accompagner ses, ses émotions ou ses changements, comment ça se manifeste et comment est-ce que tu vis ça? Bon, c'est la même qualité de présence que ce soit pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre, hein, mais pour moi, ça nécessite un vrai ancrage comme un mât qui va communiquer quelque chose de l'ordre de tu peux, c'est OK en fait. Tu peux ressentir, tu peux plonger. Je suis là pour toi. Alors, quand c'est pour quelqu'un d'autre, c'est je suis là pour l'autre, mais ça peut être aussi pour soi-même. Parce que ça peut être compliqué de plonger au plus profond de la peur ou de la tristesse. Et ça peut aller dans des endroits où une part de nous va se dire mais je vais jamais revenir de ça, ou ça fait trop mal. J'ai fait beaucoup d'expériences en état modifié de conscience, que ce soit par la respiration ou par des plantes. Et c'est vrai que parfois, on peut aller dans des endroits où on a l'impression qu'on ne va jamais revenir, qu'on ne va jamais s'en sortir. Et en même temps, si, on va s'en sortir quand on a en même temps cette qualité de présence qui dit « je suis là, tu peux y aller, c'est safe et je vais t'aimer là-dedans et ce que tu vis, c'est sacré ». Parce que sinon, on va commencer à aller dans certains états et puis on va rajouter de la peur à ça, puis on va rajouter de la culpabilité, ou on va avoir honte de ressentir ça. Donc, tu vois, on accumule en fait les choses difficiles, alors que non, il y a quelque chose de sacré à faire ça. Je pense qu'il y a quelque chose de sacré parce que justement, quand j'arrive à m'aimer là-dedans, plus j'arrive à m'aimer dans ces états-là, plus j'agrandis ma capacité à aimer, tu vois, à ouvrir, à être dans l'amour. Plus j'accueille aussi tous les versants de la vie. Et pour moi, plus je transmute. Et il y a plein de fois où quand je vais vraiment au fond, tu vois, il y a un moment, je peux donner un exemple, et pour moi c'est important en fait qu'on s'autorise quand on a la capacité, la sécurité intérieure, à aller vraiment au fond de nos émotions, parce que c'est là où on guérit profondément. Mais il y a un exemple qui m'a vraiment démontré ça. Justement, donc il y a 2 ans, j'exprimais un peu plus mes opinions sur les réseaux sociaux et sur des sujets qui étaient polémiques. Et donc, du coup, j'ai reçu beaucoup comment dire, de haters, on dit, tu vois, sur les réseaux, enfin, ou de gens qui étaient juste pas d'accord et qui me jugeaient et qui même parfois ont été très agressifs. Et j'ai même reçu 1 ou 2 messages personnellement, en privé, qui étaient vraiment très violents, tu vois, ouais, très, très violents. Et au début, ça me faisait des chocs corporels, mais vraiment, c'était très, 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 très douloureux pour moi de recevoir, tu vois, ces messages de gens qui me traitaient voilà, de tous les noms, ou qui m'insultaient, ou qui me ridiculisaient, me méprisaient. Et c'était hyper dur. Et de toute façon, c'était tellement dur que je ne pouvais pas ne faire comme si ça n'était pas là, tu vois, parce que mon corps a réagi. Il y a même une fois où, après avoir reçu un message qui était vraiment très agressif, en plus de la part de quelqu'un qui était un ami il y a longtemps, je suis restée une journée entière sous ma couette et mon corps avait j'avais des sursauts, j'avais des trucs vraiment, mon corps s'exprimait, je ne pouvais pas ne pas le vivre. Et j'ai senti, ok, d'abord, il y avait l'histoire qui se jouait maintenant. Donc là, moi qui reçois un message comme ça agressif. Et plus j'allais dans l'émotion, plus après j'ai senti que c'était la petite fille en moi qui n'avait pas eu le droit, ou la petite fille ou l'adolescente, qui n'avait pas eu le droit d'exprimer ses opinions à l'école, avec les professeurs ou dans la famille, parce que
voilà, dans ma famille, parfois, c'était compliqué d'avoir des opinions qui n'étaient pas les mêmes que celles de mes parents. Et puis, j'ai traversé ça et je ressentais cette petite fille-là pour qui c'était si dur, et j'ai continué à le vivre, parce qu'en fait, comme je continuais quand même à m'exprimer sur les réseaux, je recevais des nouveaux messages, et donc j'avais de plus en plus d'opportunités de travailler ça, jusqu'à un moment où j'ai senti que c'était au-delà de moi, en fait. Je sentais que là, j'étais en train de ressentir une douleur qui n'était pas que la mienne, pas que celle de ma petite fille, mais qui était celle de milliers de personnes, et probablement encore plus de femmes qui, pendant des années, en fait, n'ont pas pu exprimer qui elles étaient. Et puis, voilà, en fait, toutes les injonctions de la société qui disent que, tu vois, enfin, je sais pas, quand tu as des opinions un peu différentes, tu es quand même assez facilement ridiculisé ou nommé, tu vois, conspirationniste. Mais avant, c'était, oh, t'es un hippie, oh, t'es un peu, je sais pas, enfin, toutes les moqueries qui peuvent y avoir à dire quelque chose qui n'est pas complètement dans le sens du système. Et vraiment, je savais que je guérissais quelque chose qui était au-delà de mon histoire. Et donc, c'est important, en fait, de faire ce travail-là. Et aujourd'hui, pour moi, aujourd'hui, on est vraiment en train de faire ça. Hein. C'est-à-dire que l'extérieur est de plus en plus provoque, tu vois, des choses où on va se sentir pas libre, on va se sentir dans la peur. Et l'invitation, c'est justement d'aller sentir ça, parce qu'il n'y a qu'en le sentant qu'on va le libérer. Tu vois, moi, je partage cet exemple-là, mais au fur et à mesure, c'était de plus en plus facile pour moi de m'exprimer et d'accepter surtout que l'autre ne soit pas d'accord. C'était OK. Et d'ailleurs, du coup, aujourd'hui, je reçois moins de commentaires négatifs, etc., parce que je pense que ma guérison est faite, ou en tout cas bien avancée. Alors pareil, je me suis peut-être encore un peu écartée de, je ne sais plus ce qu'on disait exactement, mais oui, le message, c'est ça en fait, d'avoir conscience qu'on est aussi là pour ça, on est là pour guérir de tout ça et que ça sert plus grand que nous. Et comment est-ce que tu vois la suite, l'avenir? Comment est-ce qu'on évolue en conscience dans toute cette jungle? Je ne sais pas comment répondre à ça parce que je crois que ça dépend de la vision de chacun. Je pourrais pas, tu vois, c'est pour moi évoluer en conscience, par exemple, ça veut dire comprendre que chacun a sa réalité. Donc il n'y a pas tu vois, évoluer en conscience, c'est pas ah je me rends compte que quelque chose, c'est d'abord je me rends compte que chacun est sur un chemin et que je ne peux que travailler sur moi en fait, tu vois. Plus plus je travaille sur moi, plus je m'ouvre à tout ce qui peut être, plus j'accepte ce qui est, ouais, plus j'évolue en conscience et du coup, je permets à l'autre aussi d'être qui il est. Donc, il y a pas différentes façons, mais on ne peut pas dire, ah, évoluer en conscience, c'est se rendre compte que ceci ou cela. Non, pour d'autres, ça va, tu vois. Mais c'est se rendre compte que en tout cas, pour moi, une des choses qui est importante, c'est se rendre compte que ce que je vois, c'est ce que je projette, par exemple. Tu vois, quand j'ai conscience que ce que j'expérimente, c'est un reflet de qui je suis. Donc, en fait, je suis créateur de ma réalité. Je suis la conscience qui est en train de vivre cette expérience. Tu vois, c'est ça pour moi, vraiment augmenter en conscience. Donc, se rendre compte que je crée ça. Donc, je ne peux pas faire changer l'autre, je peux juste changer ma perception de l'autre. C'est finalement choisir qu'est-ce qu'on veut faire grandir en soi. Ça peut être, comme tu disais, la compassion, la tolérance, le non-jugement ou plein d'autres choses. Et puis que notre voisin dans son jardin, il a le droit de faire aussi pousser ce qu'il a envie, et ça peut être l'opposé. Mais c'est vrai que pour chacun, c'est quelque part, c'est un retour peut-être à ses responsabilités et à ses propres choix de qu'est-ce qu'on veut voir pour soi et pour plus que soi, et qu'est-ce qu'on décide non de manifester, et peut-être aussi de d'oser exprimer d'une manière ou d'une autre. Et mon voisin n'existe que dans ma perception de mon voisin, pour moi.
tu vois. Et ma perception de mon voisin ne sera pas la même que ta perception de mon voisin. Donc, quand je me rends compte de ça, je comprends à quel point je suis créateur. Et du coup, si je veux changer mon expérience, c'est à moi de changer le regard que je porte sur tout ce qui est, en fait. Et c'est en ça que c'est une guérison, hein, parce que notre regard, il est forcément influencé par nos blessures, nos croyances, nos besoins, nos manques, etc. Et donc, se réapproprier ce pouvoir de création, euh, est-ce que pour toi, ça va aussi, ça peut aller aussi jusqu'au fait que dans une époque qui peut sembler nous priver de liberté ou bloquer certaines aspirations, est-ce que pour toi, le pouvoir de création euh, personnelle peut justement permettre de dépasser ça ou de traverser ça sans en être impacté? Si on peut décider de créer tout ce qu'on veut voir pour soi, en tout cas, est-ce que ça peut permettre de traverser ce genre de choses, l'époque? Bah, sans en être impacté, bon, moi, j'en suis pas là personnellement. Je me sens toujours impactée. Euh, mais oui, c'est vraiment comme un. Tu vois, j'ai un exemple. Je sais pas, il faudrait que je retrouve la référence précise parce que je l'ai pas. Il faut que je la demande à quelqu'un. Mais on m'avait raconté l'histoire de cette femme. Je crois qu'elle a écrit un livre. Qui est une femme qui s'est retrouvée en prison au Japon. Jeune femme, voilà. Je crois qu'elle possédait de la drogue sur elle ou un truc comme ça en vacances et elle s'est retrouvée en prison. Enfin, tu vois, une histoire un peu. Et elle y a passé des années et c'était vraiment, vraiment dur. Et elle a eu une crise d'éveil ou un moment d'éveil dans lequel, en fait, elle raconte que elle l'a vécu comme un jour où elle a éclaté de rire. Et d'ailleurs, en breathwork, ça arrive parfois, moi, ça m'est arrivé d'avoir des grands fous rires. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs the cosmic joke. C'est la blague de Dieu, tu vois, qui sait qu'on a tout en nous, mais qui voit l'humain être pris dans des questions et pas pouvoir s'en sortir. Et ça m'est arrivé en breathwork de du coup prendre tellement de recul pour voir en fait en quoi mon mental crée ma propre prison. Et je cherche à trouver la solution, tu vois, de sortir d'une prison que j'ai moi-même créée en fait. Et donc cette femme, elle a eu un jour cette épiphanie qui s'est fait qu'elle a ri pendant une journée en se rendant compte qu'en fait, elle serait toujours libre parce que qui elle est, ce n'est pas que la personne qui était en prison. Bon, alors, pour autant, euh, mais en tout cas, je crois que parfois la vie nous amène à aller vraiment aux extrêmes de ce qu'on peut supporter pour comprendre qu'on crée notre propre prison, tu vois, malheureusement. Et peut-être que c'est ça que le collectif est en train d'expérimenter, qu'on a tellement remis les clés de notre tout, en fait, à l'extérieur, de notre bonheur, de notre puissance, de notre santé, de notre tout, en fait, que bah, du coup, on va dans des extrêmes de restriction pour que peut-être on arrive à faire cette forme d'éveil, tu vois. Mm. Après, pour autant, je ne crois pas qu'il faille supporter l'insupportable pour vivre absolument tu vois, une apothéose spirituelle. On n'a pas besoin de ça. Mais, mais en tout cas, je pense que c'est ça, d'une certaine manière, la direction qui nous est invitée à prendre, quoi. C'est de réaliser qu'on est plus que ça. Et donc, on peut créer autre chose. Et je peux me sentir libre à tout moment. Et d'ailleurs, quand je me sens libre, après, je vais faire des choix en cohérence avec cette liberté intérieure. Et je peux créer autre chose aussi dans la matière. Mm. Tu parlais tout à l'heure de certaines blessures ancestrales portées par exemple peut-être par le féminin. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler de ta vision à propos du masculin et du féminin? On parlait un peu de guérison avant. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient se dénouer par cette certaine compréhension à ce niveau-là? C'est tellement vaste comme sujet. Euh, oui, c'est un peu la même. Pour moi, c'est une autre manière de dire, lorsque tout à l'heure je parlais du fait qu'on a tout à l'intérieur et qu'on vit dans le manque tout le temps, tu vois.
Bon, pour moi, le regarder sous le prisme du masculin-féminin, c'est un peu la même chose, quoi. C'est revenir au féminin, c'est un retour à soi, un retour à l'intérieur, un retour aux émotions, un retour à l'être, tu vois, alors que le masculin va être plus dans le faire, dans l'objectif, dans le fait de chercher à l'extérieur, justement. Euh, si je vais même au-delà de ça, pour moi, le masculin et le féminin, c'est comme... c'est juste la dualité, tu vois. Donc, dès qu'on revient à cet endroit de connexion à la source, cette connexion au fait qu'on est plus grand que ça, on est plus grand que la dualité. Or, la première... c'est comme si la première division, c'était déjà masculin-féminin, tu vois. Donc, tant qu'on est aussi... Tant qu'on regarde ça, masculin-féminin, et qu'on est dans ce débat-là, on est dans la dualité aussi. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais... Chacun fasse son chemin au-delà de ça et prendre ouais. encore ce recul de plus en dehors de ces deux aspects. Ouais. Écoute, on arrive vers la fin du podcast. Je vais te poser la question rituelle. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message? C'est marrant parce que ce qui me viendrait, ce serait de dire, j'allais dire je vous aime, mais c'est pas moi qui parle quand je dis ça. C'est comme si quand Spirit, tu vois, quand l'esprit parle à travers moi, il a envie de dire la vie nous aime, quoi. On est aimé, on est amour. Enfin, tu vois, ça paraît très, voilà, euh, Hmm. ça paraît ce que ça paraît, peu importe en fait, mais ouais, il y a quelque chose de plus grand et on fait partie de quelque chose de plus grand. Donc, c'est d'expérimenter les deux, expérimenter cette vie humaine avec tout ce qu'elle comporte de dur et de magnifique, tout en sachant que c'est une expérience, que quand on va partir, elle nous aura paru un clin d'œil et que ce qu'on va vraiment retenir, ce sera les moments de joie et d'amour. Donc, autant faire que ce soit ceux-là les plus nombreux. Hmm. Bien, merci beaucoup pour ce magnifique mot de la fin. Merci Si à vous... toi, Benjamin. Merci beaucoup. Si vous voulez retrouver Lucille sur ses différents canaux de communication, vous pourrez trouver tous les liens dans la description. Si vous souhaitez soutenir le podcast et participer à la plantation de forêts comestibles, forêts nourricières, vous pouvez faire un don vous trouvez également le lien dans la description. Merci encore, Lucille. Merci à toi pour tout ce que tu crées. Merci pour ce magnifique projet aussi que tu portes. Et, Merci beaucoup. Et à bientôt pour un prochain podcast. au revoir.